de nous avoir choisi pour vous informer à travers ce midi actualité. Mesdames, Messieurs, bonjour à la une de cette édition. Au lendemain du match RDC-Sénégal, le stade de Martyrs n'a plus fière allure, des gradins saccagés, des installations détruites, une colère transformée en acte de vandalisme. Autre titre, des attaques sanglantes attribuées aux rebelles ADF ont de nouveau endeuillé des familles à Béni. On en parle dans ce journal. Encore une fois, mesdames, messieurs, bonjour. Toutes nos excuses pour le petit léger retard que nous démarrons ce journal de 13h30. Nous ouvrons donc ce journal par la situation sécuritaire au Nord Kivu où les terroristes des forces démocratiques alliées ADF ont attaqué la nuit du 9 septembre dernier plusieurs villages, sémant ainsi la mort, la désolation et la terreur. Le bilan est lourd. L'on signale plusieurs morts, des blessés, des disparus et des incendies criminels ont ravagé habitations et véhicules. Au moins 70 civils ont été tués et plusieurs portés disparus lors d'une attaque attribuée aux terroristes de EDF dans la localité de Toyo, située à 7 km du chef-lieu du secteur de Bapéré. Nous sommes dans les territoires de Lubero. Et du côté de Béni, 19 autres civils ont été massacrés par ces terroristes. L'attaque est intervenue vers 22h, heure locale, alors que les civils assistaient à une veillée mortuaire. Les assaillants les ont tués à l'arme blanche et par balle. Le chef du secteur, Macaire, a fait un provisoire de 71 morts, 8 blessés, ainsi que de la destruction de 14 maisons et de plusieurs véhicules et motos incendiés. Il a également mentionné qu'une vingtaine de personnes sont portées disparues. Les responsables de la société civile locale que nous avons joints au téléphone craignent que ces bilans provisoires ne s'alourdissent, car de nombreux habitants sont toujours introuvables. Ilikuwa vers 22h, 21h kuendea 22h, akaingia pale na alikuta watu yuko kwenye kilio matanga. C'était vers 22h quand l'ennemi a fait son incursion. Il a trouvé des civils en pleine veillée mortuaire. Beaucoup de personnes ont perdu la vie et les enfants incendiés dans leur maison. L'intervention rapide des forces conjointes FARDC et UPDF, basées à Mangourjipa, a permis de limiter l'ampleur des dégâts. Après l'attaque, les assaillants se sont retranchés dans la forêt à l'ouest de Toyo. Les forces armées de la République ainsi que l'UPDF y mènent actuellement des opérations de ratissage. Face à cette attaque meurtrière des civils par les terroristes ADF à Béni, le caucus des députés du Nord Kivu n'est pas resté indifférent. Il réagit au micro de la RTNC. Nous, députés nationaux élus de la province du Nord Kivu, réunis ce jour au Palais du Peuple à Kinshasa, sommes profondément préoccupés par les tueries récurrentes des populations civiles dans notre province par les RDF/M23 et les EDF. Dans la nuit du 8 au 9 septembre 2025, les terroristes EDF ont fait incursion dans un village dénommé Toyo, à 5 km de l'entrée de la cité de Mangourjipa, chef-lieu du secteur de Bapéré à territoire de Lubero. Au-delà des personnes tuées, des maisons et des véhicules ont été évacués. Face à cette situation, les caucus des députés nationaux du Nord Kivu, condamne avec toute dernière énergie toutes ces tueries et massacres perpétrés contre les populations civiles sans défense, apparentés à un génocide silencieux. Présente ses condoléances les plus attristées à toutes les familles ayant perdu le leur et leurs biens dans cette barbarie. Demande au gouvernement de la République de décréter un deuil national en mémoire des personnes sauvagement tuées
recommande en outre la voie d'une mission mixte gouvernement, Assemblée nationale, la province du Nord Kivu, en vue d'organiser les funérailles dignes des compatriotes tués en Ntoyo et Fotodou, diligenter les enquêtes et apporter une assistance substantielle aux familles affectées. Après sa tournée en territoire de Walikale dans le cadre de ses vacances parlementaires, le député national Ruben Mikindu, président de la commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale, a visité les déplacés de guerre à Beni. Le député national Rubens Mikindo, élu de Walikale, a apporté de l'assistance en vivre et non vivre aux déplacés de guerre en situation humanitaire précaire à Beni. Ce parlementaire a également assisté les blessés de guerre des éléments Ouazalendo, victimes de l'agression des RDF M23 FC, lesquels victimes se trouvent au quartier Kalinda, en commune Moulekera, dans la ville de Beni. Des vivres et d'autres biens de première nécessité leur ont été remis. L'élu de Walikale a également soutenu les épouses des militaires des FARDC à la mairie de Beni, ainsi que des épouses des policiers au stade de Benisport près du cimetière Kimbangu. En faisant cet acte de générosité, je pense que c'est une façon pour moi de rappeler, de tirer la sonnette d'alarme au sein du gouvernement pour qu'elle prenne ses responsabilités et venir suivre la situation humanitaire qui se pose avec acuité dans cette partie du territoire national. Pour les bénéficiaires, cette assistance représente un véritable ouf de soulagement car elle répond à un besoin majeur car nombreux d'entre eux mènent une vie misérable. Certains passent leur nuit à la belle étoile. Ces déplacés appellent d'autres personnes de bonne volonté à faire de même pour améliorer leurs conditions de vie. Il convient de rappeler qu'à cette occasion, l'honorable Rubens Mikindo a loué les efforts du gouverneur militaire du Nord Kivu qui, malgré les défis sécuritaires et financiers, continue d'intervenir en faveur de la population. À Bunia, dans la province de l'Ituri, les opérations de désarmement des axes combattants viennent d'être validées au cours d'un atelier présidé par le coordonnateur du PDDR-CS. Pour mener à bien les opérations de désarmement dans la province de l'Ituri, il était temps que les cadres du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation au PDDR-CS, les représentants de forces de défense et de sécurité, ainsi que les partenaires techniques et financiers impliqués dans le processus de DDR se retrouvent autour d'une même table. L'objectif était d'examiner la documentation et de mettre en place des instruments standards pour permettre une collecte fiable et traçable des armes tout en corrigeant les erreurs du passé. Au cours d'un atelier technique présidé par le coordonnateur national du PDDR-CS, Jean Dédier, Désiré Ntangatita, les parties prenantes ont validé l'outil qui constituera désormais référence opérationnelle visant à garantir la sécurité, la transparence et la traçabilité dans la gestion des armes récupérées auprès de groupes armés. Sachez que ces documents s'alignent sur les standards internationaux en matière de DDR et sur les cadres juridiques congolais afin de renforcer la confiance entre les ex-combattants, la communauté et les institutions dans l'est du pays. Direction Genève, où se tient depuis lundi 8 septembre la 60e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le rapport de la République démocratique du Congo à l'ordre du jour et le lancement de l'offensive diplomatique pour la reconnaissance du génocide congolais. Reportage de Gaëtan Magalano. Violation de droits humains, enrôlement forcé des enfants, exécution sommaire de civils dans le Rutshuru par le terroriste 123, journalistes, membres de la société civile et même des acteurs de l'appareil judiciaire ne sont pas épargnés par les exactions commises dans les zones sous occupation. Ces multiples violations ont été rappelées ce mardi par l'équipe des experts internationaux lors du dialogue interactif. Ceci confirme que le conflit à l'est de la RDC est un conflit armé international, avec la présence avérée de troupes rwandaises. Kinshasa a par ailleurs salué le travail des experts de la mission d'établissement de faits. J'ai félicité le haut-commissaire pour les rapports, mais j'ai indiqué qu'il aurait pu déduire de ses propres constatations que ce qui se passait en RDC était un génocide.
Selon Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, ces rapports mettent en lumière le crime massif et systématique commis par le 123 au Rwanda. De toute évidence, tout le monde sait que le Rwanda est bel et bien en RDC, sinon on n'aurait pas signé cet accord à Washington, un accord bilatéral. Tout le monde sait que le Rwanda est partie prenante aussi à la culture du reniement permanent du Rwanda, et ces dénis continus ressemblent bel et bien à une forme d'apologie du crime parce qu'ils continuent à les commettre. Ici, parce que nous sommes aussi là en marge des activités qui ont été organisées, notamment la table ronde ou la conférence sur les génocosts, c'est de dire qu'il y a eu en République démocratique du Congo de crimes graves. Si vous lisez le rapport du haut-commissaire lui-même sur les derniers événements dans le Rutshuru, ils disent qu'il y a eu ciblage ethnique. Pour Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, les conditions de droits humains ne cessent de se dégrader dans les zones sous occupation. Lundi dernier, c'était la journée internationale de la kinésithérapie, occasion pour les anciens élèves de l'Institut physique de Saint-Pierre dans la commune de Kinshasa d'organiser une marche de santé pour permettre aux élèves et autres membres de développer certaines aptitudes physiques, mentales, morales, sociales et culturelles. L'éducation physique, une des disciplines scolaires de grande importance qui s'avère même obligatoire pour développer certaines aptitudes et compétences physiques, mentales, morales, sociales et culturelles des élèves. La marche de santé organisée par les anciens élèves de l'Institut d'éducation physique de Saint-Pierre, associé du lycée Ntinouéné, des éducateurs physiques de l'Université pédagogique nationale, rappelle les valeurs à préserver dans la société. Du point de départ de l'UMT jusqu'au collège Saint-Pierre, dans la commune de Kinshasa, les marcheurs ont bénéficié d'un bel exercice pleinement physiologique, initié par Perpétue Komoy, membre de l'ASBEL des anciens de l'Institut d'éducation physique de Kinshasa-Saint-Pierre. Cette activité a connu la participation de plusieurs anonymes, de célébrités, notamment l'artiste comédien Ngadia Dangadios, lui aussi un ancien de cette option. Le secrétaire général de cette structure, Didier Ilunga, a remercié le participant avant d'annoncer d'autres activités. L'un des responsables et membre de cette corporation circonscrit l'événement. L'option éducation physique, bien sûr, de la section pédagogique va à sa disparition. Qui peut interpeller les décideurs si ce n'est que nous, les éducateurs physiques? Aujourd'hui, à travers la ville de Kinshasa, nous n'avons que des écoles d'éducation physique. Et ces écoles n'ont plus l'ampleur d'antan. Si nous voulons gagner ou dans les Jeux olympiques, nous devons préparer la jeunesse. Cette option se trouva déjà sur la voie de disparition pour manque d'intérêt des décideurs, mérite une attention particulière. Et les anciens élèves ont pris la conscience de s'impliquer et sauver cette filière affectée à l'Institut Saint-Pierre. On va parler infrastructure scolaire pour vous signaler la réception du nouveau bâtiment de l'Institut Djelom Binza. Nous sommes là dans la commune de Ngaliema au quartier d'Eko. Des bâtiments et salles de classe réfectionnés aux standards modernes, des bancs pupitres neufs, des nouvelles latrines construites et une salle informatique équipée des ordinateurs avec une connexion garantie d'une année. C'est l'état actuel de l'Institut technique commercial Djelom Binza, construit en 1954. Après ce travaux effectués par l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, où durant 6 mois, le ministre provincial de l'Éducation a procédé à l'inauguration de ces ouvrages avant de les remettre officiellement aux gestionnaires. Pourquoi le choix et la motivation de cette école? Nous croyons aux enseignements de Jésus-Christ qui dit que nous devons montrer notre amour envers notre prochain. Et je crois que la meilleure façon de montrer notre amour envers le prochain, c'est faire ce genre de choses. Et nous croyons chez nous à l'Église que la gloire de Dieu, c'est l'intelligence. Et aussi, l'avenir d'un pays dépend de la jeunesse. Et la jeunesse qui est instruite sera un atout majeur dans le développement de ce pays. Les bénéficiaires ont promis d'en faire un bon usage. Côté maintenant, je ferai un effort. Je ferai vraiment un effort. Je l'ai même promis que, en tout cas, dès qu'ils viendront de nouveau pour voir comment j'ai gardé un peu ces infrastructures, ils vont les trouver en bon état. Le ministre provincial a salué cet acte.
c'est un don. Ça vient des partenaires de l'éducation qui m'ont d'ailleurs surpris. Et à l'ère du numérique, ils ont même pensé à cela. Chose qu'on ne constate pas dans d'autres écoles qui sont réhabilitées. Eh bien, je veux que le réitérer mes sincères remerciements. Face à l'insécurité qui gangrène ce quartier, les gestionnaires plaident pour l'achèvement du mur interrompu par le législateur devant sécuriser ses ouvrages. Comme annoncé à l'entame de ce journal éliminatoire mondial 2026, les léopards de la République démocratique du Congo battus hier par les lions de la Teranga du Sénégal dans un match crucial pour la 8e journée des éliminatoires. Une défaite que les Congolais ont eu du mal à digérer. Certains supporters sont restés dans les tribunes pour casser des sièges et endommager d'autres infrastructures. Dérapage regrettable de supporters skinois hier après la défaite de la RDC face au Sénégal. Plusieurs objets et autres biens ont été endommagés. Un comportement à bannir. Que faire alors après une défaite de match? La question mérite d'être posée. Néanmoins, il s'est de noter qu'après une défaite, le public peut réagir par la colère, la tristesse ou la déception. Ces émotions variant selon l'implication personnelle du supporter. Il est donc normal de ressentir ces émotions, mais le plus important est de savoir les canaliser pour rester fair play. Dans une compétition sportive, il y a toujours la défaite, la victoire et quelquefois le nul. Pour se remettre d'une défaite, il faut l'accepter en tirant des leçons et s'accorder du temps pour analyser objectivement ce qui s'est passé afin de mieux projeter vers l'avenir. La défaite d'hier contre le Sénégal dans un match important comptant sur la 8e journée des éliminatoires mondiales 2026 ne peut en aucun justifier le casse et autres dérapages. Les coupables doivent être identifiés et punis de façon exemplaire. C'est devenu récurrent. Il faut vite l'arrêter. On quitte Kinshasa pour la province de l'Ituri où il s'observe depuis la semaine passée une baisse sensible des prix des denrées alimentaires et autres sur le marché de Bunia. La population qui se réjouit de cette situation salue l'implication d'un grand fournisseur de produits de première nécessité. Depuis la semaine dernière, plusieurs produits de première nécessité ont vu leur prix revu à la baisse au marché central de Bunia. Cette tendance est saluée par le consommateur qui constate une amélioration notable du panier de la ménagère. À titre exemplatif, un sac de riz de 25 kg auparavant vendu à $22 se négocie désormais à $19. Le sac de sucre est passé de 60 à $51, tandis qu'un carton de tomates qui coûtait $23 américains s'affiche aujourd'hui à $21. D'autres produits suivent également cette dynamique. Selon la majorité des commerçants rencontrés ce mardi au chef-lieu de la province de l'Ituri, cette baisse est consécutive à la libération de l'opérateur économique Bassandrosa, reconnu comme l'un des principaux grossistes du secteur alimentaire dans la région. Quand même maintenant, nous constatons que les prix commencent à baisser et payer. Comme les riz par exemple, un sac s'est négocié avec des, voire avec $3, mais maintenant c'est à $9. Nous constatons que les prix commencent déjà à baisser. Les sucres étaient à $55, voire $60 américains, mais maintenant c'est à $51. Les 20 litres d'huile se négocient à $33, mais pour l'instant c'est à $31, voire $31,5 américains. Nous constatons donc que les prix baissent déjà. Cette évolution du prix est perçue comme un soulagement pour les ménages et un appui concret aux actions du chef de l'État qui prône la politique du peuple d'abord. On va parler enseignement supérieur pour vous signaler la cérémonie de clôture de l'année académique au Kasaï oriental. L'université officielle de Bujimaï, dirigée par le recteur Apollinaire Chibaka Chikongo, a procédé ce samedi 6 septembre 2025 à la double cérémonie de collation de grades académiques et clôture de l'année académique 2024-2025. La salle de fête de l'hôtel Métropole du Kasaï
a servi de cadre à ce grand événement qui a réuni quelques autorités de la province, le lauréat ainsi que quelques membres de leurs familles respectives. À cette occasion, le recteur a peint le tableau de ce qu'a été l'année académique qui vient d'être clôturée avant d'annoncer quelques défis à relever d'ici le 15 octobre prochain. Pour réussir ce pari, le comité de gestion sera très actif et il a décidé de primer généreusement les doyens, les bureaux facultaires et les jurys qui vont tout faire pour respecter le calendrier de cette période de transition entre les années académiques 2024-2025 et 2025-2026. Tshibaka Tshikongo a souligné l'entrée en scène d'année académique 2024-2025 d'un mécanisme d'anti-plagiat, une initiative du comité de gestion dont l'objectif de vérifier l'originalité de travaux. Il faut noter que le lauréat avait envahi les avenues de Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province. Question pour eux de savourer leur réussite. Clôture de l'année académique également dans la province de Tanganyika. On en parle dans ce reportage. L'université de Kalemi vient de lancer sur le marché entrepreneurial et de l'emploi 308 cadres universitaires lors de la double cérémonie des collations des grades académiques et des clôtures de l'année académique 2024-2025. Représentant le recteur de l'université de Kalemi, le professeur ordinaire Victor Kalunga Chikala à mission des services, le professeur Jean Kilongozisi Umba a dans sa leçon académique salué la détermination du grand chancelier des universités, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à promouvoir l'enseignement supérieur et universitaire, lesquels tenus avec efficacité et efficience par Madame la ministre professeure Dr Marie-Thérèse Sombo Ayan au sein du gouvernement Judith Souminoa Toulouka. C'est également avec déférence que j'adresse mes hommages à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, grand chancelier des universités de la République démocratique du Congo, pour sa détermination de promouvoir l'enseignement supérieur et universitaire. Je salue haut et fort le leadership efficient et convaincant de son Excellence Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Recherche scientifique et innovation technologique, Professeur Dr Sombo Ayane Safi Mukuna Marie-Thérèse, qui réalise avec efficacité et en toute responsabilité les missions qui lui sont assignées. Au sein du gouvernement que dirige la Première ministre, son Excellence Madame Judith Souminoa Toulouka, afin de redresser le niveau de formation universitaire en République démocratique du Congo. À cette même occasion, le professeur Jean Kilongozi a encouragé les lauréats à affronter les défis de la vie. Soyez prêts à affronter la vie avec placidité, avec pugnacité, avec positivité, car le plus dur, chers lauréats, n'est pas derrière vous, mais devant vous. Par ailleurs, le secrétaire général académique, le chef des travaux, Kipimo Isengoma Emmanuel, s'est félicité de l'abnégation du personnel scientifique, académique et administratif pour le respect du calendrier académique de l'année qui vient de se clôturer avec succès. Rappelons tout de même que les inscriptions pour l'année académique 2025-2026 sont déjà ouvertes à l'université de Kalemi. On clôture cette série des collations des grades académiques à l'ISC Bandundu. Cérémonie a eu lieu le samedi dernier. Le comité de gestion de l'Institut supérieur de commerce de Bandundu, ISC Bandundu, a procédé à une double cérémonie au sein de leur institut ce samedi 6 septembre 2025. La première a consisté à la collation des grades académiques des lauréats du système LMD avec remise symbolique de diplômes, honorer la présence du directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et des innovations, le professeur Makinu, venu de Kinshasa, et tant d'autres personnalités de marque de la province. Et dans son mot, le DG Abbé Pangoulou Maker de cet alma mater a étalé les fonctionnements de leur établissement et les réalisations effectuées cette année académique qui venait de s'achever. C'est ici l'occasion de féliciter notre première promotion de Master 1. C'est pour vous dire que le Master est déjà opérationnel à l'ISC et ceux qui traînaient les pas, ils n'ont plus de raison de continuer à traîner les pas.
L'IEC Bandundu a mis au marché du travail 822 lauréats, parmi lesquels ceux de la première promotion de master. Résultat communiqué par le secrétaire général académique, le professeur Paulin Aubin Ngwei. Signalons que la seconde étape a consisté à la clôture de l'année académique 2024-2025 par le représentant du gouverneur, M. Floribert Anguette, directeur de cabinet du gouverneur de province. La joie était visible aux lauréats, parents, amis et connaissances présents à la manifestation. En religion, nous apprenons la préparation d'une conférence internationale de Bangunja et sensibilisation des fidèles à l'unité. À l'occasion de la célébration du 35e anniversaire de l'Église chrétienne du Saint-Esprit fondée dans les années 1950 par Tata Wanda et reconnue officiellement en 1989, l'ambassadeur Mangele Silubasa, représentant légal et chef suprême de la CREA-TBM, a lancé un vibrant appel à l'unité de tous les Ngunza, quelle que soit leur tendance ou confession religieuse. La cérémonie s'est tenue sur le site historique de Ngomba Kinkusa, dans la commune de Ngalema, là où résidait Tata Wanda avant son installation dans le Congo central. Un temple y est actuellement en construction afin d'accueillir les fidèles dans les meilleures conditions. Des infrastructures scolaires sont également en projet dans le but de contribuer à l'éducation de la jeunesse congolaise. Dans son adresse, l'ambassadeur Mangele Silubasa a évoqué les échanges récents entre la CREA-TBM et la Conférence épiscopale nationale du Congo autour de l'initiative commune visant à organiser un dialogue national. J'ai aussi abordé la question de l'initiative de la plateforme SENCO-ECC sur l'organisation du dialogue. Nous avons eu cette rencontre pour réfléchir ensemble sur cette démarche, mais cela ne signifie pas que nous sommes désormais membres de l'ECC ou de la SENCO. À cette occasion, Mangele Silubasa a offert un don composé de tôles ainsi qu'une enveloppe financière conséquente pour soutenir les travaux de construction du temple et encourager les efforts dans les œuvres sociales. Comment l'Église peut-elle contribuer à la construction d'un consensus national? Ce thème a fait l'objet des échanges entre la jeunesse congolaise réunie dans le mouvement citoyen Ponamboka et l'évêque Ejibaya Mampia, président de la plateforme des confessions religieuses des églises de réveil en République démocratique du Congo. Ponamboka, avec l'évêque Ejibaya Mampia Évariste, président de la plateforme de confession religieuse des églises de réveil de la RDC et expert en matière de règlement des conflits. Dans son exposé, l'évêque Ejibaya Mampia a invité les jeunes à la conscience collective et que la flamme de l'unité nationale brille dans leur cœur, a-t-il affirmé. Qu'ils forment la majorité de notre population. Et encore, ils sont très actifs sur le terrain, qu'ils pensent Congo, qu'ils rêvent Congo et qu'ils se sentent congolais. La jeunesse congolaise doit être active et non passive, et comment y parvenir? Par des réflexions stratégiques et intelligentes, selon le président Gracebou et Montou du mouvement citoyen Ponamboka. Alors déjà, nous, il faut dire que nous sommes remplis de sentiments, mais un sentiment de joie. Notre objectif, c'était d'abord de découvrir les orientations de l'Église par son éminence l'archevêque Ejibaya Mampia, et ensuite maintenant rencontrer les jeunes avec des descentes sur le terrain pour que nous arrivions à recevoir d'eux des déshydratats, des pensées, des idées. Et donc nous reviendrons par la suite encore soumettre les grandes lignes de jeunes, aussi bien à son éminence, mais encore aux autorités politiques. Dans le plan d'action du mouvement citoyen Ponamboka, une descente est prévue dans les jours à venir au sein des différentes zones de la RDC pour faire le diagnostic afin de comprendre les attentes de la jeunesse congolaise en particulier et de la population en général. Une mission gouvernementale dépêchée à Ouvira par le président de la République, la vie de la chanteuse Miliabel, qui n'est pas en danger après son accident. Ce sont là quelques titres de la revue de presse que nous présente Jean-Pierre Ndolo Demazou.
Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du mercredi 10 septembre 2025. Violente manifestation à Uvira, le bilan grimpe à 7 morts et 13 blessés selon les sources hospitalières, rapporte le quotidien. La ville d'Uvira, dans le sud de la province du Sud Kivu, connaît une forte tension depuis le 8 septembre 2025. Des manifestations ont éclaté pour protester contre la nomination du général Gassita au poste de commandant adjoint de la 33e région militaire. Selon un bilan provisoire fourni par des sources hospitalières, au moins 7 personnes ont été tuées, 6 civils et 1 militaire et 13 autres blessés. Cette crise illustre la méfiance entre l'armée, les groupes armés locaux et la population civile. Tension à Uvira, Kinshasa envoie une mission périlleuse pour éteindre le feu, révèle Econews. Face à la dégradation sécuritaire à Uvira, une réunion interministérielle présidée par Félix Tshisekedi a décidé d'y dépêcher une mission gouvernementale alors que la ville est minée par des tensions intenses et la menace du 1-23. Une mission gouvernementale à haut risque se prépare pour le Sud Kivu, réunie autour du président de la République le lundi dernier. Les chefs des principales institutions du pays ont acté l'envoi d'une délégation à Uvira, une ville en proie à des vives tensions. ADF à Lubero, plus de 50 civils massacrés à Ntoyo, annonce dépêche.cd. Des forces démocratiques alliées ADF ont de nouveau massacré des civils dans le territoire de Lubero, au nord Kivu, à l'est de la RDC. C'est le village Ntoyo, situé près de Mangurejipa, dans le secteur de Bampere, qui a été ciblé la nuit du lundi au mardi par l'ennemi. Selon des sources locales, plus de 50 civils ont été tués aux côtés de plusieurs autres disparus. Kinshasa, la cantatrice Mbiliabel sous observation médicale après son accident de circulation, titre l'agence congolaise de presse. La chanteuse Mbiliabel, de son vrai nom Marie-Claire Mboyo, a été prise en charge sous observation médicale à Kinshasa après un accident de circulation survenu mardi matin sur la route menant à l'aéroport international de Ndjili. Selon la source familiale, la Cléopâtre et son producteur Jules Stana, grièvement blessés, ont été transportés d'urgence dans un hôpital pour des soins médicaux, mais la situation est sous contrôle. Rien de grave du côté de la chanteuse qui est gardée sous observation de l'équipe médicale.